Aujourd'hui, discussion d'ingénieur avec Damien qui a un parcours remarquable. Il est passé de stagiaire mécanique à directeur de la recherche et du développement en passant par chef de projet en restant plusieurs années au sein de la même entreprise, Altior. On va voir ce qu'il a fait concrètement au sein de chacun de ses métiers, des exemples de projets sur lesquels il a travaillé et aussi s'intéresser aux points d'inflexion, au tournant de sa carrière. Tout ça pour que tu puisses te faire une idée de qu'est-ce que ça veut dire être ingénieur conception et quelles sont les opportunités qui peuvent s'offrir à toi quand tu fais ce type de carrière. En toute transparence, c'est la compagnie Altior qui m'a contacté pour que je parle avec Damien et d'autres de ces ingénieurs. Ils m'ont donc payé pour cette vidéo. Cependant, je l'ai fait pour 3 raisons principales. La première, c'est que j'ai pu choisir les intervenants et les sujets. La deuxième, c'est que j'ai eu carte blanche sur ce qu'on pouvait dire et il n'y a eu aucune remarque sur est-ce qu'il faut couper telle chose, ne pas dire telle chose. Enfin bref, j'étais totalement libre. Et donc, troisièmement, en fait, ça fait qu'on a une discussion qui est vraiment très très cool. Donc, un grand merci à Altior de m'avoir fait confiance, de m'avoir donné carte blanche pour cet épisode. On est parti pour l'épisode discussion d'ingénieur avec Damien, de stagiaire à directeur recherche et développement. Damien, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Bonjour à tous. Je m'appelle Damien Parent. Je travaille actuellement chez Altior et je vais vous parler aujourd'hui de mon parcours professionnel, de mes études jusqu'à ma situation actuelle. Merci Damien, on peut commencer au niveau des études. Je pense que c'est là où il y a beaucoup des personnes qui regardent et écoutent ce podcast qui sont. Tu as commencé aux mines de Nancy. Comment est-ce que c'était sur la fin de tes études? Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire? Dans quel type de spécialité étais-tu? Comment s'est passée cette fin d'études? Déjà, au niveau des études, moi, j'ai eu un peu de mal à me trouver, hein. Je n'étais pas un fou de guerre à l'école. J'ai eu une formation technique avec un bac technique. Après, en me cherchant un petit peu, je suis parti vers un BTS en conception de produits. Et c'est là que j'ai découvert une voie qui me plaisait autour justement de la créativité, la conception. Et c'est ce qui m'a mené derrière à poursuivre mes études vers l'école des mines de Nancy, qui avait une spécialité justement en engineering de la conception. D'accord, donc tu savais déjà ce que tu voulais. Enfin, tu avais la conception de produits déjà en BTS et tu es arrivé au mines de Nancy en sachant que c'était la spécialité que tu voulais faire. Tout à fait, ouais. Je suis allé là-bas pour justement retrouver cette spécialité qui me plaisait. Alors de là à savoir ce que je voulais faire, non, pas vraiment. Mais c'est une formation qui, sur 3 ans, qui donnait la possibilité, sur les 3 années, de faire 3 stages, hein. Donc des stages de 4, 5 et 6 mois, donc des stages assez conséquents, et aussi beaucoup de projets concrets dans le cadre des études. Donc ça m'a permis pendant les 3 années un petit peu de découvrir déjà 3 environnements de travail différents en effectuant mes stages, en ayant des relations aussi avec des industriels dans le cadre des projets, ce qui m'a permis pas à pas d'avoir une meilleure vision un petit peu je ne vais pas dire du monde de l'entreprise, mais des opportunités et des choix que je pourrais faire derrière. D'accord. Et donc pendant ces 3 stages-là, c'est à ce moment-là que tu as fait un stage donc, chez PDCI, qui est l'ancien nom, enfin la boîte avant la fusion qui est devenue Altior maintenant, c'est ça? Exactement, j'ai fait mon stage de fin d'études chez PDCI. Donc là, c'était un peu une histoire d'opportunité dans la mesure où moi, je voulais faire un stage à l'étranger pour finir mon cycle d'ingénieur. J'ai eu un peu de mal à trouver, j'ai eu des pistes qui ont du mal à se décanter et j'ai eu ce contact avec André Cottard, qui était le directeur de PDCI, qui aujourd'hui est parti à la retraite. Il m'a présenté un projet, alors il est tout de suite rentré dans la technique, on a vite matché et il m'expliquait que son fils s'était installé à Shanghai et que dans le cadre de l'entreprise, il y avait la possibilité d'avoir cette dominante internationale. Donc le stage se passait en France, mais avec la possibilité d'échanger au quotidien avec la Chine. Donc, c'était un peu quelque chose que je recherchais, hein, cette dominante internationale dans le cadre de ce stage de fin d'études. Donc, je me suis lancé dans cette aventure. Et c'est consisté en quoi alors ce projet dont tu parles? Donc tu étais en France, tu parlais beaucoup avec son fils qui était à Shanghai. En concret, enfin, au jour le jour, à la semaine, c'était quoi les projets principaux sur lesquels je pouvais travailler? Alors, il y avait un projet principal qui était mon sujet de stage, hein, qui consistait à concevoir une gamme de boîtiers de disques durs externes. Donc, c'est des choses qui ont un peu disparu depuis, mais il faut se remettre dans le contexte. On était en 2005 et là, c'était la solution de stockage de data qui était usuellement voilà, qui était courante. Donc, l'objectif, c'était de développer toute une gamme de boîtiers de disques durs, hein, dans lequel on vient mettre après son HDD pour pouvoir faire du stockage de data. Donc là, partir d'une feuille blanche,
le concept était définir une gamme. Et à partir de là, c'était de rechercher l'existant, de voir un petit peu les différents concurrents, de faire un peu de design aussi, même si ce n'est pas du tout ma spécialité, mais dans la structure dans laquelle je suis rentré, il n'y avait pas de designer, de chercher les matériaux, les procédés de fabrication, de trouver des partenaires pour faire de l'électronique, parce qu'il y avait un peu d'électronique aussi dans le boîtier. Moi, j'ai oublié de le préciser, mais mon background, il est vraiment plutôt orienté conception de produits, mécanique. Et après, il s'agissait de dessiner ces objets, de faire l'industrialisation. Et quand on est rentré dans cette phase d'industrialisation, il y a eu avec les achats aussi la recherche de partenaires en Chine pour la fabrication de ce produit. Donc, j'ai évoqué le fils du patron, donc Yanis Cotard, qui lui avait monté une entreprise à Shanghai, mais une entreprise qui était spécialisée dans l'injection thermoplastique. Donc, c'est bien, ça permettait d'apporter une brique dans la fabrication de ce produit, mais il n'avait pas de ligne de production électronique à ce moment-là. Donc, il a fallu trouver d'autres partenaires en Chine pour pouvoir y associer une carte électronique dans ce boîtier. C'est hyper pointu et surtout divers pour un stage, ça me paraît. C'est fou de faire ça. C'était uniquement le stage, ça? Ça, c'était uniquement le stage sur les 6 mois. Donc, c'était assez fou. Moi, me représenter les choses comme ça au début, je me serais dit, c'est impossible. C'est pas en sortant de l'école qu'on est capable de faire une chose pareille. Mais au final, 6 mois, ça laisse le temps aussi de voir les choses. Je suis rentré dans une structure qui était toute petite. Il y avait 9 personnes, mais qui était déjà un peu structurée. Il y avait le patron, il y avait une personne en compta, achat, qualité. Il y avait un chargé d'affaires qui était rentré une semaine avant moi. Il y avait déjà 2 techniciens au bureau d'études, mais qui étaient plutôt orientés modélisation d'outillage d'injection. Et puis une personne en production. Il y avait une toute petite ligne de production. Donc, c'était un petit peu structuré. Et puis, on m'a accompagné. Je me suis renseigné aussi à droite à gauche pour essayer de concevoir ce produit. Et dans cette phase des 6 mois, j'ai eu le temps de concevoir le produit, de l'industrialiser et d'aller en Chine. Et là, j'ai pu aller en Chine voir les usines, donc 2 usines, celle de Yanis Cotard, donc, qui était implantée à Shanghai pour la partie réalisation des outillages d'injection, et une autre usine qui était dans le sud de la Chine, à Shenzhen, qui, elle, faisait la conception et la réalisation de la carte électronique. Donc, c'est allé très vite. Et ce qui a été assez valorisant, c'est que, à l'issue de ce stage, le produit était finalisé, packagé, prêt à être vendu. Waouh, c'est trop cool. À la fin du stage, avoir le prototype, ouais, je suis vraiment impressionné. En 6 mois, c'est du gros boulot. Donc après ça, comment est-ce que s'est passé la suite? Parce que le projet était finalisé, il voulait t'embaucher, c'est toi qui as demandé. Comment ça se passe cette transition entre stage et premier job? C'est vraiment une question qui revient souvent chez les étudiants et ils ont toujours l'incertitude. Donc pour toi, ça s'est passé comment, par exemple? Déjà, en 6 mois, je me suis rendu compte que j'ai appris énormément de choses. Je suis arrivé dans un environnement, comme je te disais, petite structure dans lequel je me suis bien senti, j'ai été bien accueilli. Techniquement, ça a été très riche. D'un point de vue projet, c'était assez valorisant parce qu'on m'a fait confiance dès le début et j'ai pu, dans le cadre de ce stage, développer une gamme de produits. Et quand je suis arrivé à la fin de ce stage, donc courant juillet, on s'est posé la question avec André Cotard de savoir qu'est-ce qu'on faisait par la suite. Donc, lui, il avait une vraie volonté de structurer le bureau d'études pour pouvoir aller de l'avant. C'est quelqu'un qui a toujours plein de projets. Donc, il m'a proposé un CDI pour que je reste au sein du bureau d'études. Et c'était un CDI, c'était sur un nouveau projet en soi ou c'est parce que tu parles de structurer le bureau d'études, donc le projet que tu as fait, il était fait, c'était vraiment pour faire autre chose ou c'était dans la continuité quand même de continuer à être sur un projet après l'autre quand s'est passé le scope en lui-même? Non, en fait, le projet, c'était d'avoir un poste d'ingénieur en bureau d'études. Et le métier de PDCI, c'était d'apporter du service à nos clients. C'est-à-dire que la gamme de boîtiers de disques durs que j'avais faite pendant ce projet, on l'avait fait pour le compte d'un client. Et en parallèle de ça, j'ai aussi touché plusieurs petits projets pour le compte de clients.
où on apportait du service au niveau de la R&D en vue derrière de récupérer du business en production. J'ai vu ce projet pendant mon stage et je savais que après, en rentrant en tant que salarié dans l'entreprise, c'était pour rejoindre le bureau d'études et travailler potentiellement sur une belle diversité de projets. Ça, c'est top. Ouais, donc ça s'est fait naturellement. Tu arrives dans le bureau d'études, tu acceptes le CDI, qui est en France, où il y a toujours des déplacements en Chine de prévus. Comment ça se passait à ce niveau-là? Quelles étaient ton appétence pour l'international? Alors, le bureau d'études est en France, à Orléans, et il y avait toujours la possibilité de faire des déplacements pour aller voir nos unités de production, des unités de production en sous-traitance, hein, qui pouvaient se situer en France, Europe ou Asie. Donc, je savais que j'allais être mené à faire des déplacements et à discuter avec des fournisseurs qui pouvaient être un peu partout à travers le monde. Super. Et donc là, tu vas passer 4 ans sur ce poste, enfin, d'après le profil LinkedIn, hein, c'est ce que je regarde, en tant que chef de projet. Euh, Comment ça se passe, la transition, puisque les 4 années, tu vas faire plusieurs petits projets, justement, tu vas être sur une trame tout au long, enfin, avec le même client pendant les 4 ans. Comment ça va se passer en concret pour toi? Est-ce que tu as un exemple de mission que tu aurais pu faire ou de choses marquantes à ce moment-là? Non, concrètement, on est encore dans une petite structure. Donc, André Cottard, le patron, avait aussi une casquette de commercial, hein. C'est lui qui allait chercher le business, qui allait trouver des opportunités. Et donc, on ne savait jamais trop ce qui pouvait tomber, les personnes qui allaient toquer à notre porte, comment on allait pouvoir réussir à séduire plus ou moins un prospect pour pouvoir choper une affaire, hein. Mais sur ces 4 ans, j'ai eu une énorme diversité de projets. Le projet du disque dur, c'était le stage. Il y a eu une autre gamme de boîtiers qui a été faite derrière. Mais sinon, non, il y a eu toute une panoplie de projets divers et variés qui sont arrivés pendant ces 4 années. D'accord, donc je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que l'aspect petite entreprise et donc avec André qui a la casquette, je vais chercher des clients et qui va revenir avec un projet différent le mois d'après, et donc tu dois travailler. Tu as un exemple d'un autre projet, par exemple, qui t'a marqué pendant ces 4 années ou que tu as trouvé particulièrement différent ou étonnant Un projet qui était assez conséquent, ça consistait à concevoir un airbag pour moto. Parce que là, on est sur un projet qui est complexe, on touche la sécurité. Il y avait une grosse brique électronique dedans et surtout des problématiques d'intégration. Donc, nous, on concevait la partie mécanique du produit et notre client, lui, gérait toute la partie électronique et logiciel, algorithme. Et pour bien fonctionner, détecter un accident en moto, c'est un peu différent d'une voiture, hein. On peut tomber sans avoir de choc frontal. On peut avoir des secousses en passant sur un dos d'âne ou un nid de poule assez rapidement sans considérer que ce soit un accident. Et là, le principe, c'est de se mettre en sécurité de fonctionnement. Et le fonctionnement principal de cet airbag, c'est de se dire, je ne dois pas me déclencher. Il doit se déclencher uniquement si tous les facteurs sont réunis pour dire que là, c'est bien un accident. Pour éviter les déclenchements intempestifs, je m'incline de trop dans un virage, le gilet se gonfle et puis ça fait tomber le motard. Ce n'est pas du tout l'objectif, hein. Donc, comment faire ça? C'est équiper des capteurs sur la moto. Donc, c'est la seconde monte, c'est-à-dire qu'on vient installer cet équipement-là hors usine en tant qu'accessoire. Donc, il faut d'une part savoir où mettre ces capteurs. Un capteur qui va détecter une décélération ou un capteur qui va déceler une perte d'adhérence, il ne va pas se positionner de la même manière. Donc, il fallait trouver le meilleur endroit pour placer ces capteurs et que ces capteurs soient compatibles sur tous les types de motos possibles. Donc là, c'est parti, on va chez les concessionnaires, on va mesurer les fourches, on va regarder sous les selles, voir un petit peu les encombrements qui existent, hein, pour essayer de concevoir déjà un produit qui pourrait s'intégrer. Et après, il y a toute la campagne d'essai, d'intégration et puis d'essai terrain, parce que le projet y allait jusqu'au bout, avec même une commercialisation de ce produit. Et les tests ultimes, c'était des tests sur circuit, avec des cascadeurs qui venaient rentrer dans des voitures pour voir si le gilet se gonflait bien, mouiller la route pour faire des glissades, pour voir effectivement s'il y a pas d'adhérence, si ça fonctionnait bien aussi.
Donc, c'est assez chouette aussi quand on est dans une petite structure comme ça, dans laquelle je suis rentré. C'est à la fois faire la conception, de participer à la réalisation du prototype, de voir les essais terrain, de voir un peu les sujets achats, les sujets industrialisation, les problématiques de production. C'est quelque chose d'assez complet. On va dire qu'on n'est pas chacun dans une case, chacun son métier, c'est cloisonné et moi je fais le dessin et après j'entends plus parler du produit. Ouais, c'est super différent. C'est, ça a l'air d'être hyper intéressant, en effet, de pouvoir voir tout quasiment de A à Z, en fait, et d'être présent sur les tests à la fin, et de voir le produit en plus totalement réalisé, qu'on part de la conception et de la R&D, comment on fait, et puis qu'on voit les capteurs en seconde monte sur la moto. Ça doit être vraiment un sentiment de satisfaction de pouvoir voir le produit final lorsqu'on arrive sur un projet qui va à ces phases-là, mais ça doit être super. Ça a pris combien de temps à peu près un projet comme ça sur les motos, de la phase justement de recherche à des tests, ça prend plus d'un an ou ça... Ouais, là c'est des projets qui sont assez complexes, hein. Donc là on est plutôt sur 2 années, 2 années de R&D avant de pouvoir commencer à industrialiser le produit. La partie intégration mécanique sur la moto était complexe, mais c'est rien comparé aux problématiques de développement électronique et puis surtout de logiciels, hein, avec tout l'algorithme qui a permis de faire cette détection de scénarios d'accident. C'est fou, hein. Tu fais de la moto, toi, ou... Non, pas du tout. Et c'est aussi ça qui est étonnant dans mon métier, c'est que des fois, je vais adresser des secteurs d'activité pour concevoir des objets pour lesquels j'ai aucune connaissance. Mais après, on est toujours avec un client qui, lui, sachant dans son domaine, hein, qui va nous définir les performances qu'il doit atteindre pour pouvoir faire un objet qui convient à son activité. On retranscrit ça en spécificité technique, hein, avec des performances à atteindre, hein. Et derrière, bah, après, c'est trouver les briques technologiques qui répondent à ce besoin, c'est les mettre en œuvre, les prototyper, faire des essais, de mesurer les performances. Et puis après, de manière itérative, hein, on va faire évoluer le prototype. Quand on voit le produit à la fin, entre le cahier des charges et la réalisation du produit fini, on se dit que la route est complexe et longue, c'est vrai, mais au final, on y va pas à pas. On commence à réfléchir, on dessine quelque chose, on va faire une maquette, et puis après, on va venir améliorer les choses, hein. Et ça se fait de manière assez naturelle, hein. Une dernière question sur cette expérience, parce que c'est beaucoup de choses. Moi, j'avais commencé dans le design, mais sur des grosses infrastructures, le type tunnel. Donc, ce que je voyais à l'époque, est-ce que je peux me poser comme question si j'étais un jeune qui commençait dans l'entreprise, par exemple, enfin, sur du chef de produit, cahier des charges et autres, est-ce que tu as des personnes qui t'accompagnent justement, enfin, parmi les personnes qui sont expérimentées de l'entreprise, pour le cahier des charges ou lorsqu'il s'agit de faire les premiers prototypes, si tu n'as pas fait avant? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une transmission de connaissances ou est-ce que il y a un ou deux experts dans chacun de leur domaine et puis après, il y a des chefs de projet et tu vas les faire appel à eux? Comment ça se passe au sein de l'entreprise en elle-même? Bah, déjà, nous, on fait toujours du co-développement. Donc, je parlais d'aujourd'hui et aussi de mes débuts parce que finalement, même si la structure a beaucoup évolué, il y a une partie du métier et du business model qui reste le même, c'est-à-dire qu'on développe des produits pour le compte de nos clients. Donc, le cas peut différer entre si le client est sachant ou pas, parce que j'ai déjà eu affaire aussi à des gens qui ont une super idée, innovation, mais qui n'ont jamais développé de produit, qui partent from scratch et dire bah, comment on fait. Donc là, c'est à nous de présenter toute la démarche, hein, de développement, de lui expliquer les grandes étapes du projet, comment elles vont se passer, à quel moment nous, on va pouvoir être autonome, à quel moment on va avoir besoin de lui. Et après, en interne, eh ben, effectivement, il y a des gens qui ont des spécialités qui vont être plus à même d'apporter du conseil ou même de faire le job à part entière sur de la rédaction de cahiers des charges, sur de la conception mécanique, électronique, de l'industrialisation. Là, je vais plus parler d'aujourd'hui où on est plus structuré avec des équipes plus conséquentes, hein, où on a tous les corps de métier en interne qui nous permettent de concevoir et de fabriquer un produit. Vous êtes combien maintenant? Aujourd'hui, maintenant, on est 250. Il y a plus de monde qu'au début, en effet. Il y a eu un peu plus de monde qu'au début, ouais. Ouais, donc, Il y a eu un peu d'évolution. Je vais expliquer un petit peu comment tout ça est arrivé petit à petit.
Mais réussir la conception et l'industrialisation d'un produit, c'est la combinaison de différents métiers, de différents savoirs. Et c'est avant tout voilà, la liaison des hommes en équipe projet qui permet d'y arriver, quoi. D'accord. Non, non, ça fait sens. Ça fait sens. Donc là, tu es chef de projet, tu as 4 ans au sein de l'entreprise après ton stage de 6 mois. Il semblerait qu'il y ait une évolution au niveau du bureau d'études. Comment est-ce que ça se passe pour toi à ce moment-là? Quelles étaient les opportunités? Qu'est-ce qui s'est passé pour cette transition? Bah, ce qui s'est passé déjà, c'est que quand je suis rentré en stage, il y avait deux techniciens de bureau d'études qui étaient là avant moi. Ces deux personnes sont parties au fur et à mesure pour des raisons personnelles, hein, et on a commencé à rembaucher de nouvelles personnes, hein. Donc, une personne, deux personnes, trois personnes. Et donc, moi, j'avais un peu ce rôle, hein, de manière informelle, bah, d'intégrer ces nouvelles personnes, de leur apporter une expertise technique, de les accompagner dans leurs projets si jamais ils avaient des points durs, hein. Et quand on arrive à une certaine taille, hein, à un moment, bah, c'est important aussi de structurer un peu les services. Le service R&D avait grossi, mais les autres services aussi, l'administration des ventes, les achats. Et le patron qui couvrait un petit peu tous les métiers bah, a souhaité avoir un petit peu du relais, de pas être, il ne pouvait plus être là au quotidien non plus pour suivre les équipes, hein. Donc, il m'a demandé si j'étais d'accord pour prendre un rôle de responsable de bureau d'études et de superviser cette équipe technique. À ce moment-là, l'équipe étant composée de 3, 4 personnes ou de plus? À ce moment-là, on est quatre au bureau d'études. D'accord. Et donc toi, tu acceptes tout de suite, c'est ce que tu voulais faire. Enfin, à ce moment-là, c'était vraiment la suite normale ou tu te dis, ah, je ne sais pas trop, comment tu l'as senti, toi? Bah, quand on évolue dans l'entreprise, on peut évoluer en tant qu'expert, hein, monter en compétences techniques sans forcément aller vers du management, hein. Après, moi, j'avais un bon feeling avec les équipes. Ça m'a paru assez naturel de les accompagner techniquement. Et donc, quand il m'a proposé finalement ce poste-là, en réalité, c'était déjà plus ou moins ce que je faisais déjà. Donc, il y a pas eu de grand doute. C'était un petit peu formaliser le métier, le nouveau métier que je commençais à faire petit à petit. Et ça s'est fait très naturellement. D'accord. Donc là, tu deviens responsable du bureau d'études mécaniques. Euh, Comment ça se passe sur les années qui suivent? Est-ce que ce que tu vas faire au jour le jour change notablement parce que tu es plus en supervision que sur des projets en eux-mêmes ou tu restes quand même à faire un projet et tout en faisant de la supervision? Comment ça se passe l'équilibre et dans les années qui suivent? Bah, il y a eu les deux. Il y a eu les deux. Moi, j'ai continué, parce qu'on est une petite équipe de quatre personnes, management de trois personnes, ça ne prend pas les ressources à temps plein. Donc, je continuais à faire du projet. J'accompagnais techniquement les équipes, hein, et les faire monter en compétences. Et après, bah, il y a aussi toute la partie calcul de rentabilité du service, la gestion des plans de formation, la gestion des congés, des absences, le planning de charge, la gestion des priorités, qui sont plutôt des activités classiques de management. Donc, j'ai fait les deux en parallèle, et l'équipe a continué un petit peu à grossir. Après, ce qui s'est passé surtout, c'est que les projets sont devenus aussi plus complexes. Donc, je ne pouvais plus, par exemple, prendre un projet complexe dans son intégralité parce que sinon, je me trouve en porte-à-faux par rapport au suivi des équipes, hein. Donc, il y a eu cette phase où je pouvais un petit peu initier les projets, travailler sur l'architecture, de m'assurer que le besoin client était bien intégré et que nous, on allait avoir toutes les compétences en interne pour pouvoir faire le job, hein. Et après dispatcher des sujets d'études au sein même de mon équipe. D'accord. Et ton équipe, à ce moment-là, tu disais elle avait grandi. Ça s'est passé comment cette évolution? Enfin, j'imagine naturellement, mais vous étiez 4 au départ. Ensuite, tu as fait 4, enfin, 5 ou 9. Enfin, je ne sais pas exactement si quand Alture, après, ça a fait une fusion. Donc, tu pourras peut-être nous en parler aussi un peu. Mais comment s'est passée cette évolution justement en termes de nombre de personnes et après cette fusion qui est arrivée? Donc, au niveau du nombre de personnes sur le bureau d'études MECA, au début, ça a un petit peu stagné autour de 4-5 personnes, hein. Mais il y a eu un peu de roulement, il y a eu des départs, il y a eu des arrivées, donc il faut aussi retravailler sur toute la partie intégration, formation.
Il y a surtout eu beaucoup plus d'opportunités de business, hein. Un sujet que je n'ai pas évoqué aussi, c'est qu'une de mes missions, c'était de chiffrer en avant-vente, hein, le coût d'une prestation d'études. Donc, bon, on peut pas remporter tous les business, hein. Donc, j'avais aussi pas mal de temps alloué à la lecture de cahier des charges clients, essayer de définir et de réfléchir à comment on pouvait réaliser ce projet et le budgétiser. Ah, donc, toute la partie commerciale a grandi au fur et à mesure aussi, en plus de l'équipe, de la partie management, avec, enfin, sur l'avant-vente, client, préparation. Ouais. D'accord. Donc c'est pas, ça avance. Et ensuite, la suite au niveau de tout ce qui était, enfin, maintenant c'est Altior. Avant c'était PDCI. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé, sur la transition? Parce que c'est quelque chose qui, surtout qu'en étudiant, moi, je me souviens, j'avais vu des fusions à acquisitions, etc. Et je disais, mais il se passe quoi en concret? Qu'est-ce qui change? Est-ce que ça change ta vie à toi? Est-ce que ton travail change aussi, à un grand niveau et ensuite plus en macro pour un ingénieur dans le travail, qu'est-ce que ça peut changer? Tout à fait. Donc là, il y avait l'entité PDCI qui avait des compétences en interne de gestion de projet, de R&D mécanique, hein, et le fils d'André Cottard, Yanis Cottard, qui lui avait monté son entreprise à Shanghai, avait plus développé des compétences d'industrialisation et de fabrication de produits. L'un comme l'autre, on avait des spécialités plutôt autour des produits purement mécaniques et très orientés plasturgie. Et au fur et à mesure d'opportunités avec nos clients, on nous a demandé de plus en plus d'intégrer de l'électronique dans ces objets. Donc, on le faisait en s'appuyant sur des partenaires, hein. Mais on s'est trouvé un peu bébête de devoir superviser des projets électroniques sans vraiment comprendre ce métier. Donc, on a décidé d'intégrer un bureau d'études électroniques, hein, chez PDCI et TechnoChina. Donc, TechnoChina, qui était l'entité shanghaïenne, hein, s'est équipé aussi petit à petit de moyens de production en électronique. Donc là, il y a une montée en compétences, hein, qui nous a permis d'adresser des nouveaux marchés, des nouveaux projets. Et après, d'un point de vue plus administratif, hein, pour commencer, il y a eu une holding, hein, qui s'est créée, qui s'appelle Altior, hein, qui a permis d'héberger les deux entités, donc PDCI et TechnoChina. Donc ça a duré un temps. Donc holding Altior et puis les deux entités juridiques PDCI et TechnoChina qui ont continué à exister. Donc là, le virage, il n'était pas spécialement flagrant parce que c'était plus administratif, hein. Mais quelques années plus tard, hein, on a décidé vraiment, pour que ça ait du sens et de la compréhension, une meilleure lecture pour nos clients, de faire plus qu'un et que tout ça se regroupe, hein, pour créer Altior, une entité qui est capable de concevoir et de fabriquer des objets. Oui, et des objets qui en plus intègrent beaucoup plus cette partie électronique. Enfin, même si avant vous pouviez le faire en sous-traitant, maintenant c'est en interne, vous avez cette compétence au sein d'Altior et ça a fait un groupe, enfin c'est un front uni pour quel que soit l'objet qu'ils ont à concevoir entre plasturgie et électronique. Exactement. Et donc là, c'était quand même deux entités qui étaient bien séparées. Et cette fusion nous a permis de remettre un peu des choses à plat. Déjà, de réfléchir en équipe projet franchise, hein, de se dire, il n'y a pas une équipe qui commence à développer et après une autre qui va industrialiser, mais plutôt d'avoir un raisonnement global, hein, de se dire que dès le début du projet, dès les premiers contacts clients, dans cette équipe projet, on va mettre à la fois des compétences d'industrialisation, des compétences en mécanique, en électronique, en gestion de projet, pour pouvoir bien comprendre la globalité du projet dès la réponse à l'appel d'offres. Donc ça, c'était quand même un gros changement parce que ça a permis de faire des équipes projets multisites, hein, multiculturelles aussi, chose qui était un petit peu moins ancrée au début quand les deux entités étaient très séparées. Et par exemple, en pratique, ça veut dire que lorsque tu vas être sur soit le cahier des charges ou sur l'avant-vente, enfin, sur ce que toi tu faisais, tu vas aller avoir des personnes de l'équipe, typiquement en Chine, avec qui tu allais que tu allais impliquer beaucoup plus à ce stade-là, alors qu'avant, ce n'était pas forcément le cas, c'est ça? Exactement, ouais. Donc là, on est vraiment en groupe projet et chaque entité va
chiffrer un petit peu le métier qu'il aura à faire, le travail qu'il aura à exercer et puis les livrables qu'il devra fournir, hein, pour réaliser la prestation. Donc, il y a le bureau d'études qui va chiffrer une partie, il y a l'industrialisation qui va chiffrer une autre partie, la production qui va évaluer aussi toute la partie coût de prod. Et ça nous permet d'avoir un budget global qui permet de réaliser cette prestation. D'accord. Il y a eu des... Alors, question, parce que j'ai vécu en Corée, donc je vois très bien les différences culturelles qu'il peut y avoir avec différents pays. Est-ce que tu as eu une anecdote de différence culturelle au départ sur les manières de faire les choses entre la France et l'entité chinoise ou pas? Oui, il y a eu beaucoup de choses oui, il y avait pas mal de différences. Déjà, il y en a un premier point qui n'est pas forcément culturel, hein, mais qui est plus lié à la distance, hein. Parce quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est qu'on peut venir fabriquer un peu dans les quatre coins du monde, hein. Par contre, nos clients étaient essentiellement franco-français. Donc, il y avait une relation, on va dire, commerciale dans les phases de développement où il y avait du contact, une vraie relation client. L'entité Chine était un petit peu plus distante, hein. Et donc, cette notion de relation client, de service client était peut-être un petit peu plus abstraite pour eux. Donc, on a beaucoup travaillé par la suite, justement, pour qu'il y ait cette constitution d'équipes projet dès les phases d'avant-vente, hein, pour que les équipes Chine soient impliquées hein, avec la relation client dès le départ, hein. Et ça, c'était assez surprenant parce que des fois, on voyait qu'on ne parlait pas tout à fait le même langage euh, par rapport à cette prise de position. Donc ça, je pense que ce n'est pas complètement culturel, c'est plus une histoire de distance, hein, tout simplement. Et après, culturellement, en Chine, et quand on y va, c'est assez surprenant, c'est qu'on se rend compte que tout est possible. Ils ont une capacité d'adaptation, de trouver des solutions. Donc, c'est assez plaisant parce que finalement, on se rend compte il y a assez peu de barrières, hein. Mais c'est aussi déroutant parce qu'une réponse récurrente quand on pose une question à l'usine, c'est le meiwenti. Et le meiwenti, qui veut dire pas de problème en chinois. Et se cache derrière ça tout et rien. Et ça arrivait assez régulièrement, effectivement, qu'il y ait ce meiwenti et de dire il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On avance jusqu'à ce qu'on se rend compte qu'en fait, si, il y a des problèmes, c'est juste qu'on ne veut pas le dire. Et ça c'est purement culturel. Alors, ils pensent, ils pensent qu'ils peuvent le résoudre dans le temps donné, donc ils disent qu'il n'y a pas de problème, ou est-ce que ils veulent pas le dire du tout pour pas perdre la face plus à... Je pense qu'il y a un peu des deux. On ne veut pas perdre la face, mais il y a aussi toujours l'optimisme de dire on va trouver une solution. À part que souvent, la solution, c'est le travail de plusieurs personnes qui vont venir échanger et on ne peut pas régler tous les problèmes tout seul. Donc, donc ça, nous, on a appris hein, culturellement les petites différences qu'il peut y avoir, hein. Mais eux aussi, ils ont appris aussi à connaître notre manière de fonctionner. D'accord, non, ouais, ça fait sens. Je vais jumper un peu, parce que je sais que tu vas devoir partir à un autre meeting dans 13 minutes à peu près. Donc, sur ta dernière expérience, donc, où tu étais à ce moment-là, il y a eu la fusion avec la branche donc, chinoise Techno China, sous le nom Altior. Ensuite, tu as fait encore quelques années. Et finalement, depuis 3 ans et demi à peu près, tu es directeur R&D pour Altior, donc de Mechanical R&D Manager à directeur R&D. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que c'est vraiment différent ou est-ce que c'est plus la taille qui a fait qu'il y a un nouveau titre? Est-ce que tu as des missions différentes maintenant? Comment est-ce que ça s'est passé tout ça? Donc là, la mutation a été effectivement un gros changement pour moi. Donc, comme je le disais, on a fait rentrer un bureau d'études électroniques en interne. Donc moi, en tant que manager du bureau d'études mécaniques, je discutais au quotidien avec le manager du bureau d'études électroniques. On combinait nos métiers en vue de faire un produit, mais je n'avais pas du tout l'expertise et la capacité d'apporter du support technique sur le métier de l'électronique. On a été amené chez Altior à faire de plus en plus de produits finis qui regroupent les deux métiers. Et à un moment, ça commençait à faire sens d'avoir quelqu'un qui pilote ces deux services pour être sûr qu'il y ait une cohérence aussi bien au niveau des équipes que de la réalisation et de s'assurer que le produit qu'on va livrer à la fin, ça ne soit pas une brique méca, une brique électronique, mais que ce soit bien un produit qui fusionne un petit peu les deux métiers et
les deux parties constituantes du produit. Donc là, on m'a proposé de devenir directeur de la R&D pour manager ces deux services. Ce qui a beaucoup changé pour moi, c'est que d'une part, je suis devenu manager de manager parce que je référais plus directement aux équipes qui faisaient la conception, mais je référais derrière, je travaillais avec les chefs de service. Donc ça, c'est quand même un gros changement au niveau de ma carrière. Et le deuxième gros changement, c'est j'ai toujours fait du management très technique en apportant du support et de l'expertise, chose que je pouvais continuer à faire côté méca, mais dont j'étais un peu incapable côté électronique. Donc là, j'ai eu un changement de métier où je suis sorti un petit peu de l'opérationnel technique. D'une part, parce que j'en étais incapable côté électronique, et d'autre part, pour laisser de la place au nouveau manager méca pour qu'il puisse s'épanouir et qu'il incarne entièrement son rôle. Ouais, celui qui a pris ton ancienne position, d'ailleurs, c'était quelqu'un qui était dans l'équipe avant, j'imagine, qui a fait plusieurs années aussi. C'est quelqu'un qui était dans l'équipe et qui est là pratiquement depuis le début. C'était un de mes premiers recrutements, donc il a pratiquement autant d'ancienneté que moi dans l'entreprise. Donc ça s'est fait aussi un peu, ça s'est fait très vite. Et ça s'est fait pendant le cadre d'entretiens de fin d'année. Cette personne qui s'appelle Olivier me fait part de son envie d'évoluer. Le directeur qui gérait la BU France à ce moment-là me dit il faut structurer et je te verrai bien directeur de la R&D pour pouvoir superviser ces deux métiers. Et en l'espace d'un mois ou deux, on s'est dit, ouais, en fait, toutes les planètes sont alignées, on a quelqu'un qui peut me remplacer. Et puis moi, ça me plaisait aussi de voir un petit peu une nouvelle vision du management et de superviser plus un métier technique, mais plutôt une équipe plus multi-compétences autour de la fabrication de produits. Et 3 ans après, alors, tu en penses quoi maintenant? C'était le bon choix? Qu'est-ce que tu en penses de cette évolution? Et moi, je me suis redécouvert. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple parce que déjà au niveau des équipes, quand j'ai changé de rôle, je gardais aussi un petit peu la casquette de responsable de bureau d'études mécaniques. Donc, il a fallu apprendre aux équipes de dire, mais non, il y a un nouveau manager, c'est à lui qu'il faut référer. Que ce nouveau manager, il a fallu aussi l'aider à monter en compétences. C'était aussi d'accompagner les équipes électroniques qui pouvaient avoir besoin de mon support, mais un support autre que la technique, ou sinon une technique, on va dire, où je prends beaucoup de recul et je peux pas rentrer dans le détail de l'opérationnel. Et ça a été aussi par la suite la création de nouveaux services qui ont été sous ma responsabilité, qui sont la qualification de produits. On a créé plusieurs laboratoires qui sont rattachés à la R&D, qui nous permet de tester les performances électroniques, mécaniques, et après faire tout ce qui est vieillissement accéléré pour valider la robustesse du produit. Donc, ça a rajouté encore une brique complémentaire et un service achat dédié à la R&D. Ah, super, c'est vraiment. Tu repars de ce que tu avais fait au tout départ en tant que stagiaire à la mano avec la Chine, et maintenant, il y a une équipe dédiée que tu supervises. C'est top. Oui, ça fait un gros bouleversement. Et puis, quand je regarde dans le rétroviseur, quand je suis rentré en tant que stagiaire, il n'y avait pas de visibilité ou de signes montrant les possibilités de ces opportunités. J'étais dans une toute petite PME, 9 personnes. On se dit, non, même si elle évolue un petit peu, il y a peu de chances pour que mon rôle change complètement. Et puis, finalement, les choses ont évolué quand même. On m'a offert la chance de pouvoir aussi m'exprimer dans cette organisation. On m'a fait confiance en me donnant ces rôles successifs. Et j'essaie de faire ce que je peux pour pouvoir gérer la situation. C'est cool. Non, c'est super à voir, surtout dans les structures petites. C'est pas forcément ce à quoi on s'attend au départ quand on arrive. Non, et puis c'est pas ce que je recherchais. Moi, je voulais pas rentrer dans un grand groupe en me disant je vais faire carrière, dans 5 ans je vais être là, dans 10 ans je serai là. Moi, je voulais plutôt être dans une petite structure, ou pas forcément petite, mais une structure où j'étais sûr
que je n'allais pas m'endormir, que j'allais apprendre au quotidien, qu'on pouvait se remettre en cause régulièrement, que j'allais toucher un petit peu à tout, aussi bien au niveau des typologies de produits qu'aux différents métiers que je pouvais exercer autour du produit. Et puis, ça s'est révélé efficace parce que c'est aussi dans une petite structure qu'on peut toucher à tout. Moi, je trouve que c'est ça qui permet aussi de grandir, hein. C'est en apprenant tous les jours, hein. Et après, c'était plus une chance, le fait que l'entreprise grossisse, ce qui m'a permis aussi de faire différents métiers, quoi. Ouais, non, c'est top. Un dernier point, parce que je sais qu'on en a parlé en off juste avant et que c'était un point qui était important pour Alture en ce moment, c'est que tu m'as parlé donc d'un virage, enfin pas d'un virage, mais d'une transition sur tout ce qui était enjeux sociétaux, environnementaux, avec notamment un statut d'entreprise qui change de votre côté. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus et notamment en concret comment ça risque d'impact, enfin, ça risque d'impacter le business et ce que vous faites au jour le jour, en quoi ça consiste et quel impact ça peut avoir pour vous? On est fabricant d'objets, donc on va fabriquer des produits pour le compte de nos clients. On est passionné par la technique, hein, mais on est tout à fait conscient des enjeux environnementaux et sociétaux. Et livrer des produits qui n'ont pas de sens ou des produits qui vont finir à la poubelle, hein, c'est toujours quelque chose d'un point de vue éthique qui nous titille un petit peu. Donc, depuis maintenant une paire d'années, hein, ça a commencé en 2010, on a commencé à mettre en place des boucles d'économie circulaire au niveau du recyclage de la matière, hein, pour être certain que les produits qu'on va venir fabriquer sont issus de matériaux recyclés. Et depuis maintenant un peu plus de 2 ans, 3 ans, donc, ouais, 2 ans et demi, on a monté un label qui s'appelle BFT, Design for Tomorrow, qui permet de créer des règles qu'on va s'imposer autour des enjeux d'éco-conception en vue de concevoir des produits qui, on va dire, sont respectueux pour la planète. Donc, c'est-à-dire qui sont durables, qui sont réparables, qui sont en low énergie, qui ont un certain côté éthique, hein. Et cette année, on va aller encore un petit peu plus loin. On veut incarner cette structure, hein, dans nos statuts. Donc, changer les statuts de l'entreprise, hein, pour devenir entreprise à mission. Donc, entreprise à mission, c'est une entreprise, hein, qui ne se base pas uniquement sur les performances financières de l'entreprise, hein, mais qui se base aussi sur les enjeux environnementaux et sociétaux. Donc, c'est le gros enjeu de fin 2022. Ça va être d'écrire ces statuts, de définir nos engagements, définir le comité de pilotage, hein, qui va nous accompagner autour de ça. Et puis de se réinventer. C'est aussi ça chez Altior, ce qui m'a toujours plu, c'est l'agilité qu'on a à se réinventer au quotidien, de se dire, bah voilà, le business usual, c'est peut-être plus celui-là, on va essayer autre chose, hein. On teste, on avance, on voit si ça prend, si ça ne prend pas. Mais ces enjeux, on va dire, environnementaux et sociétaux, hein, qui sont des questions d'éthique, hein, c'est des choses qui nous touchent particulièrement et qui mettent du sens à notre métier. Donc, ça va être le gros virage de fin 2022, début 2023. Ah, c'est super, c'est des choses qui sont importantes. On pourrait dire qu'une entreprise, justement, qui est dans la création d'objets ne va pas aller sur cette démarche, mais à l'inverse, c'est l'opportunité d'accompagner aussi des clients qui sont potentiellement demandeurs de ce genre d'initiatives et de prise en compte écologique, environnementale et de long terme. Donc, je pense que c'est une super initiative qui doit être appréciée de vos clients, j'imagine aussi. Qui a apprécié de nos clients, qui a apprécié des équipes déjà. Ça donne du sens, un peu plus de sens à ce qu'on fait au quotidien. Et puis, ça permet, alors, ça fait plaisir aux clients. Forcément, ça fait toujours plaisir d'essayer de bien faire les choses. Après, il y a les enjeux financiers, les risques qui vont derrière, hein. Et c'est à nous, on va dire, de les accompagner, de leur expliquer que le business, il peut être différent, que le produit, ce n'est pas forcément consommable, qu'ils peuvent changer leur business model en se disant qu'il peut y avoir des phases de réparation, il peut y avoir des phases de récupération de produits en fin de vie pour pouvoir leur donner une seconde vie ou voir les recycler. Et eux, ça nécessite quand même de changer leur business. Donc, ce n'est pas simple. Se remettre en cause, ce n'est jamais simple, hein, mais ça va être notre rôle aussi demain de dire qu'on a une entreprise qui a un super outil pour faire changer les choses,
On ne sait pas si on y arrivera, mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour essayer d'accompagner nos clients dans cette transition. Bah écoute, sur cette belle vision, et avant de repasser en off, je pense que c'est une belle vision justement pour finir l'entretien. Merci beaucoup, Damien, pour ton temps. Merci pour ce temps d'échange. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Si c'est toujours là, c'est qu'il t'a sûrement plu. Donc j'espère que celui qui s'affiche à l'écran te plaira tout autant. Donc ça, c'est sur YouTube. Et si tu m'écoutes via une plateforme de podcast, si tu pouvais t'abonner ou me mettre 5 étoiles, ça aiderait énormément le podcast à se développer. Et sur ce, je t'écoute. À bientôt pour un autre podcast. Et excellente journée à toi. Bye bye.